1, mais il y a une publicité. Destination Moscou, nous sommes à l'antenne les amis, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, il est 22h quasiment, nous sommes en direct, c'est très heureux de recommencer cette semaine avec Elliot Deval. Salut Elliot. Salut Julien. Et je manque à toute bienséance puisque j'aurais dû évidemment présenter d'abord chère Marie Portolano, comment ? Une fois que ça vous arrive. Ah ça y est, il m'allume d'entrée Alain Roche. Ça va Marie d'abord ? Ça va très bien et vous-même? Je suis très heureux de vous voir. Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'a Un pas peu de féminité sur ce plateau, ça nous fait du bien, un peu de fraîcheur. L'Euro 2016, Julien Pasquet. C'est vrai, de bons souvenirs. Mais on n'est pas là pour parler de ça évidemment. Alain Roche, ça va ? 25 sélections d'équipe de France. On est très honoré de vous avoir. Il a eu chaud, Juan José Dorado. Ça va ? Quel match on vient de voir entre le Espagne-Maroc et le Iran-Portugal. On s'est régalé, n'est-ce pas Jean-François Pérez ? Oui, je suis pas persuadé que Juan José se soit régalé. Hein. Juan José, il a eu chaud. J'ai beaucoup souffert. Il a eu la gougoute. Florian Sem, comment ça va ? Ça va, et vous ? Très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. On connaît les 4 résultats du jour. On va parler évidemment des premières affiches pour les huitièmes de finale. Mais juste un coup d'œil d'abord, Elliot, à ce qui s'est passé sur les rencontres d'aujourd'hui. Vous l'avez très bien dit, 4 rencontres vrai. ce lundi. Le carton de l'Uruguay 3-0 contre le pays hôte, la Russie. L'Arabie Saoudite s'est offerte l'équipe de Salah, 2-1, l'Égypte. Et l'Espagne qui s'est fait très peur. Comment on le dit, très peur en... Mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. 2 partout Elliot. contre le Maroc. Portugal 1, Iran 1. On connaît donc les 2 premières affiches des huitièmes de finale. Portugal, Uruguay, Espagne, Russie. Je vais demander juste de faire une petite aparté à la régie de nous mettre bien l'antenne, s'il vous plaît, dans nos petits récepteurs. Je vais en profiter pour vous présenter le cadeau du soir. La petite poupluche. C'est qui ? Magnifique. C'est Neymar. Ah ouais, d'accord. Elle a bien fait de venir, Marie Portolano. On est heureux de la retrouver. C'est Olivier Giroud, évidemment, à gagner. Hashtag Destination Moscou. En fin d'émission, on fera le grand quiz. Ah oui, maintenant c'est vrai. Et oui, On le reconnaît tout de suite. d'un côté, on aura la team Pérez, tiens, contre la team Roche d'ici la fin de l'émission. Et évidemment, si vous donnez la bonne équipe gagnante, vous repartirez peut-être avec C'est cette pour gagner magnifique Pépère poupluche Giroud. Comment ? C'est collector. Hein. Bah bien sûr que c'est collector. Il est magnifique. Vous le voulez ? Je dirais végétal. Pas tout de suite. Eh ben non, c'est pas pour vous, On va le gagner. c'est pour un téléspectateur. On va le gagner. On connaît donc les premières affiches des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. On va en parler évidemment dans la première partie de cette émission. Mais d'abord, on va filer vers Moscou, les amis. On va retrouver Marina Lorenzo qui suit pour nous l'équipe de France. Bonsoir, Marina. Vous êtes accompagnée de Louis Vix derrière la caméra. J-1 pour les Bleus. Rendez-vous demain contre le Danemark. Finale pour la première place du groupe. Les dernières infos avec vous. L'entraînement du jour, vous a-t-il donné un petit peu plus d'infos justement concernant la compo qui devrait débuter demain à 16h au Loujniki Stadium? Alors écoutez Julien, il n'y a pas eu de mise en place de la part de Didier Deschamps tout à l'heure dans l'entraînement qui a eu lieu effectivement dans ce stade. Mais d'après les informations que l'on vous donne depuis un peu plus de 24 heures maintenant, on peut vous dire qu'il va y avoir, oui, du changement. Il va y en avoir 6. Un des indices qui nous a conforté aujourd'hui, c'est l'absence d'Hugo Lloris en conférence de presse. Vous savez que c'est toujours lui, le capitaine, qui vient avec le sélectionneur les veilles de match. Aujourd'hui, c'était Raphaël Varane qui était là, ce qui nous conforte dans l'idée qu'Hugo Lloris ne sera pas dans les buts demain. Ce sera bien Steve Mandanda qui gardera les cages de l'équipe de France, et ça c'est quand même une grande nouveauté parce que il est là depuis très longtemps. Vous le savez, Steve Mandanda, il a fait toutes les compétitions avec les Bleus depuis 2008, mais il n'a jamais disputé de match de Coupe du Monde, ce qui veut dire que ce sera une grande première pour lui demain à 33 ans. Il y a d'autres changements notables aussi liés aux états de forme et liés également au fait de vouloir faire jouer des joueurs qui n'ont pas pour l'instant disputé la moindre seconde dans cette compétition. Il y a notamment l'absence de Samuel Umtiti avec Kim Pembe qui sera en charnière centrale avec Varane, le retour de Djibril Sidibé, le milieu de terrain, il n'y aura pas ni Matuidi, ni Pogba, ni Tolisso. On va retrouver Steven Nzonzi au milieu de terrain avec N'Golo Kanté et puis devant, pas de Kylian Mbappé, ce sera Ousmane Dembélé et Thomas Lemar sur les ailes avec Giroud devant et Griezmann derrière Giroud. Donc voilà pour cette composition d'équipe, ces 6 changements qui devraient se confirmer demain pour ce 3e match de poule. Eh ben on verra ça environ 1 heure avant le début de la rencontre. Merci beaucoup Marina, belle nuit à Moscou et à Louis Vix évidemment qui vous accompagne dans cette Coupe du Monde. On reviendra dans la deuxième partie sur cette équipe de France, mais on connaît donc les premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde et ce sera Espagne-Russie, pardonnez-moi, et Portugal-Uruguay. L'Espagne qui s'est fait très très peur. On va commencer avec les amis de Juan José. L'Espagne qui s'est fait très très peur tout à l'heure contre le Maroc, un match échevelé, débridé. On s'est régalé. C'est la Coupe du Monde. Merci.
Il a fallu attendre les dernières secondes pour savoir. On a eu très très peur. J'étais à côté de Juan Rosé qui tremblait avec vrai, vous nous. n'étiez L'Espagne qui s'est... Bah si, j'y étais. Dans son cœur. Peut-être dans le vôtre aussi. L'Espagne qui s'est fait peur. Calmez-vous, Elliot. Peur de partout. Donc dans ce dernier match des poules face au Maroc d'Hervé Renard, le Maroc qui est pourtant déjà éliminé. Les Marocains qui ont ouvert la marque sur une boulette. On va en reparler de Ramos, la prestation du défenseur central qui a été catastrophique. Il aura fallu seulement 5 minutes pour la Roja et Isco pour revenir au score. Mais l'Espagne craque sur corner à la 81e minute. Den Nezeri. Les Espagnols qui vont revenir dans les dernières secondes grâce à Iago Aspas. Ouais, il saute très très haut. Et donc Iago Aspas, grâce aussi à l'assistance vidéo, parce qu'il a fallu quelques minutes avant de savoir s'il était ou non hors jeu. L'Espagne qui termine première de ce groupe. Ouf pour les Espagnols. Et on a eu le but seulement au ralenti, parce que même la réalisation a manqué l'égalisation espagnole. Juan Rosé, on veut évidemment votre avis en premier. Vous, notre Espagnol, sur le plateau, ils ont eu très très chaud, vos amis champions du monde 2010, et ça a failli même se finir par une défaite s'il n'y avait pas eu cette assistance vidéo. Qui nous aurait quand même qualifié, vu le résultat du deuxième Certes. match. Cela dit, ce qui est lamentable pour l'équipe d'Espagne, c'est qu'on s'était dit que face à l'Iran, c'était un match malheureux, et on a refait les mêmes erreurs. Face aux Marocains, on a failli être battus, ce qui crée quand même les doutes chez les supporters et chez nous, les journalistes aussi, par rapport à ce qui va se passer lors du 8e des finales face à la Russie. Donc très compliqué. Hierro, encore avec Asensio qui est rentré les dernières minutes, qui n'a rien fait. On a eu au moins Iago Aspas qui a réussi à marquer ce magnifique but avec sa talonnade. Mais pour l'Espagne, très compliqué ce mondial. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, Marie, moi je veux bien, mais c'est vrai qu'on dit que ces équipes, ces grosses nations qui ont mal débuté, elles sont censées monter en puissance au fur et à mesure des rencontres. Ouais. C'est pas ce que nous montre l'Espagne, Maria. Non, mais c'est vrai. Maria, c'est Maria. Comment? Je dis Maria. Oh, Maria, c'est espagnol, tant bien. Maria, c'est espagnol aussi. Oui, moi, c'est un peu tout, si vous voulez. Voilà. Ça peut même être russe également. Ça peut être russe. Non, je disais que je pense que l'Espagne. Mais Portolano, c'est un peu russe? C'est un peu espagnol. Oui, c'est Portolano. C'est quoi, Portolano? C'est basque. Sicile. Ah, ok. Je vous laisse poursuivre. Ça te calme un peu là ou pas? Tu vas moins faire le mariole. Voilà. Non, mais allez-y. Nous, les Siciliens, on est un peu les Corses de la France, vous voyez ce que je veux dire? Les Corses de l'Italie, vous voulez dire? Non, les Corses de la France. Bon. Ah oui, d'accord. Pardon. Qu'est-ce que non, je disais que je pense que l'Espagne va hausser son niveau de jeu au match à élimination directe. À savoir contre la Russie. Tout à fait. Le 1er juillet, ce sera à Moscou. C'est peut-être une chance qu'on ait la Russie et pas l'Uruguay. Je suis même pas sûr. Tour de table sur cette équipe d'Espagne à La Roche. En plein doute, les Espagnols qui ne montent pas en puissance. Moi, je persiste à penser que cette équipe stagne dans ses phases de poule, et contrairement aux autres gros qui ont montré un petit peu les muscles, elle peine à le faire. À chaque match, on pense qu'elle va monter en puissance, c'est pas le cas. Elle déjoue par moments, elle est inquiétante même défensivement. Beaucoup d'erreurs d'incompréhension, on l'a vu. Un Derrea qui n'est pas du tout décisif. Très peu d'arrêts pendant cette Coupe du Monde. Un seul. Une attaque qui est un peu en berne par moment. Un Diego Costa qui est surprenant, qui avait été plutôt bon dans le premier match et là qui est passé complètement à travers. Voilà, même en train de se poser des questions sur les choix de Hierro, de remplacement et tout ça. Oui, elle est inquiétante parce qu'elle s'en sort miraculeusement encore une fois, en difficulté, pas dans le jeu, mais je trouve que ça ronronne comme très régulièrement, ça manque de changement de rythme, d'accélération qui peuvent faire la différence. Je ne suis pas persuadé qu'elle soit à son avantage face à la Russie, mais bon. Messieurs? Moi, c'est pas offensivement que l'Espagne m'inquiète, parce que en deuxième période, on a quand même assisté à un attaque-défense, donc honnêtement, l'Espagne était là. Mais c'est plutôt, je reviendrai sur ce qu'Alain Roche disait avant le match, à savoir sa défense qui ressemble pas à la défense qu'on a connue. Ramos est fébrile. Pourtant, les tauliers sont là. Ramos, Piqué, c'est pas ce que c'était avant. Et puis, il y a le rayonnement de Busquets aussi, il est plus cette sentinelle qu'il a été pendant des années dans cette équipe. Et je pense que l'équipe d'Espagne est relativement orpheline de deux départs qui, pour moi, n'ont jamais été remplacés. C'est Xavi et Xavi Alonso qui, quand on regarde cette équipe au milieu de terrain, moi j'adore Thiago Alcantara, j'adore Koke, enfin tous ces joueurs qui les ont remplacés. C'est pas le même niveau, il n'y a pas ce sang-froid qu'on connaissait à cette équipe d'Espagne qui a été championne du monde, championne d'Europe et qu'on aimait regarder, quoi. Là, le plaisir n'était pas là, personnellement. Jeff Pérez. Tous les joueurs qu'on vient de citer, on rajoute Iniesta, même s'il a été plutôt bon ce soir, on parle quand même du moteur de la magnifique berline familiale espagnole de ces 10 dernières années. Et ces joueurs vieillissent.
1 à 1 et il y a un côté un peu inexorable. Non, mais il y a un côté un peu inexorable à ce déclin tant qu'on n'aura pas trouvé des joueurs à la hauteur de cela. Et la technique ne fait pas tout. Alors certes, techniquement, ils sont au-dessus des autres, c'est rien à dire. Mais c'est vrai que ça ronronne. C'est le Maroc qui est déjà éliminé en face. Julien, et j'ai l'impression d'avoir vu ce match 15 fois depuis le début de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les défenses désormais ont compris en gros comment jouer contre les attaques. Et l'assistance ça vidéo coulisse qui bien. Beaucoup de tête aussi. Exactement. Et l'Espagne manque d'étincelles. À quel point l'affaire Lopetegui influe sur ce qu'on voit de l'Espagne? Je ne pense pas on peut faire un lien avec ça ou pas? Non, je ne le pense pas déjà parce que c'est l'équipe de Lopetegui, c'est les joueurs. Alors on va juste rappeler que Lopetegui, le sélectionneur espagnol, a été viré à 48 heures du début de la Coupe du Monde pour avoir signé au Real sans prévenir le président de la fédération. Donc c'est ses hommes à lui, c'est son système à lui. Par contre, l'Espagne a joué dans un système très particulier parce qu'elle a joué avec un 4-2-3-1, un système qui n'est pas du tout habituel chez les Espagnols. Vous avez remarqué qu'il y avait Thiago Alcántara qui jouait à côté de Busquets. Et puis, on appuie, comme on disait tout à l'heure, de Iniesta, on appuie de Diego Costa. Donc, un système très particulier. Et je pense que l'Espagne n'est pas du tout habituée à ce système. Et là, on commence à payer peut-être la fatigue, mais aussi un nouveau système. Ce sont ces hommes, les hommes de Lopetegui, c'est son système, mais c'est quand même un chamboulement psychologique. Imaginez quand même à 48 heures d'un début d'une Coupe du Monde. Ça compte aussi. Le sélectionneur qui est démis de ses fonctions, c'est quand même psychologiquement pour le groupe quelque chose d'assez important. Imaginez Didier Deschamps partir à 48 heures de la Coupe du Monde. L'Espagne s'avance avec plus de certitude que la France, je pense. Non mais on va demander à Alain. Alain, votre sélectionneur avant une grande compétition qui quitte le groupe à 48 heures, ça, forcément qu'il y a une influence. Ouais, surtout que c'est un sélectionneur qui était plutôt apprécié. Juan, de part déjà de ce dans l'ensemble. Oui, dans l'ensemble. Ils n'étaient pas tous contre le fait qu'il parte après sa signature au Real. C'est ça. Non mais d'accord, mais au départ il a apprécié. Ah non, il a mis cette équipe en qualifié. C'est son Ali, c'est ses 23 hommes à lui. C'est lui qui les a mis. 20 matchs sans défaite. Ouais, moi, je pense toujours que c'est un impact dans les moments compliqués. C'est ce qu'on avait dit. Comment elle va réagir quand ça n'ira pas? Et contre l'Iran, on a vu les grandes difficultés. Quel discours peut tenir Hierro? Quelle crédibilité il a vis-à-vis de ses joueurs alors qu'il n'a jamais entraîné une grande équipe? Est-ce qu'il va influencer la décision sur les matchs par ses choix? Ça a été le cas ce soir puisque c'est le remplaçant qui a marqué. Voilà, il y a toujours des doutes et je ne suis pas sûr qu'il ait un discours extrêmement rassurant dans ces moments-là. Voilà, il y a une confiance avec Lopetegui parce que quand il martelait un discours, ça marchait parce qu'il y avait des résultats. On va voir, peut-être qu'elle va monter en puissance, je ne sais pas. Est-ce que la Russie manquera d'expérience à ce niveau de la compétition et l'Espagne a cette expérience que n'ont pas les Russes? Franchement, on ne sait pas se prononcer sur cette équipe. En tout cas, l'Espagne vraiment favorite. On l'arrange justement, c'était la question que j'avais posée. On l'arrange toujours dans le lot des grands favoris de cette Coupe du Monde, l'Espagne? Au vu de ces trois matchs, non. Franchement, non. Après, le match face au Portugal, c'est un peu vous faites de la peine. Non, mais c'est vrai. J'ai envie de vous faire un câlin. Ouais, mais bon, vous voyez, ils sont encore là, ils sont premiers quand même. Oui. Non, mais mais comment? C'est ça. Et comment? Mais je pense qu'on construit. Ça va l'air, Fan Rosé, quand même. Si vous voulez, j'ai mon épaule est là pour vous. Vous pouvez venir nous verser. J'irai pleurer, ne vous inquiétez pas. Jean-François. Oui, ils sont premiers. C'est un autre tournoi qui commence. Voilà. Exactement. Avec d'autres armes, avec une autre expérience. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'a rien vu de nouveau sur ces deux matchs suivants avec l'Espagne. Ce qui n'est pas le cas du Brésil, de l'Allemagne qui a montré. Je suis d'accord, mais rien ne nous dit non plus qu'en huitième de finale, la Russie sera celle des deux premiers matchs et qu'on ne verra pas la Russie qu'on a vue cet après-midi. C'est vrai. Donc peut-être que ça lance le tournoi aussi, on ne sait pas. C'est une Coupe du Monde qui est très bizarre. On a très peu de certitudes. C'est vrai. Quelles que soient les équipes. C'est assez agréable d'ailleurs. Ça fait son charme. Pas désagréable. C'est vrai que je suis d'accord avec Marie, c'est assez agréable, mais et puis surtout, il ne faut pas être aussi radical. Il faut se rappeler qu'il y a eu d'autres équipes avant l'Espagne qui ont raté leur entame de Coupe du Monde, qui ont raté leur premier tour. Je pense notamment à l'Argentine de 90 qui avait fait un premier tour catastrophique et qui s'est hissé jusqu'en finale. Bon, la comparaison s'arrête là, mais voilà, l'Espagne a les éléments, a les clés. Tout à fait. Le Portugal en 2010. Il y a moult exemples qui vont dans ce sens-là. Et l'Espagne, avec ces joueurs-là, peut très bien remporter cette Coupe du Monde. Mais moi, je pense que face à des attaquants bien meilleurs que ce qu'il y avait en face, que ce soit l'Iran ou même ce soir, ils peuvent vraiment être en danger. Sachant que la Russie est une équipe très prolifique depuis l'occasion. Ces Marocains qui ont. Il faut souligner qu'ils ont fait un grand match. Attention, les Marocains. Oui, mais l'un des plus grands matchs de l'histoire du Maroc de ces 20 dernières années. Sachant qu'il n'y avait plus rien à jouer, on le rappelle. Non, mais quand même. Non, mais justement, ils ont joué de façon tout à fait relâchée. Remarquable. Peut-être l'Espagne ne s'est pas jouée face à des équipes qui sont enfermées derrière. On l'a vu avec l'Iran avec une ligne de 6. On le voit avec le Maroc pratiquement avec une ligne de 6. Elle n'arrive pas à trouver des solutions. Peut-être qu'effectivement, en huitième, face à la Russie, avec des équipes qui vont jouer plus ouvert, l'Espagne va pouvoir développer son jeu.
Et puis pour le Maroc, effectivement, c'est quand même une grande victoire. Il faut rappeler que l'Espagne avait joué pour la dernière fois face au Maroc en 1961. Les Marocains qui ont failli d'ailleurs pas finir la rencontre. Hervé Renard. Ça nous aurait arrangé. Virage sur le deuxième but espagnol. Parce qu'il y avait eu le problème. Parce qu'on aurait gagné 3-0. Il y avait déjà eu un problème, Il y avait déjà eu un problème d'arbitrage supposé en défaveur des Marocains face au Portugal. Et donc je pense que le sac était plein, quoi. Voilà. Mais plus que l'Espagne, c'est de manière générale les grandes équipes. Didier Deschamps le rappelait en conférence de presse. Il a dit: je n'ai jamais vu en tant que joueur ou sélectionneur des petites équipes aussi fortes, que ce soit physiquement, tactiquement et défensivement. Et donc il s'est dit, voilà, sur les 2 premiers matchs, que ce soit les grandes nations, on a été surprise par ça parce qu'on n'a pas réussi à monter en puissance aussi rapidement que les équipes. La Coupe du Monde avec 48 équipes. Ah ouais, ça va aider. On va se régaler. Hiver 2022 au Qatar, rendez-vous. Mais en attendant, quand même une deuxième partie de Coupe du Monde à jouer, les amis. L'Espagne, donc on verra. Espagne-Russie, ce sera le premier 8e de finale. Le pays hôte qui a rendez-vous avec le champion du monde 2010. Ça va être une très très belle affiche. De l'autre côté, on verra donc le Portugal contre l'Uruguay. Elliot, le Portugal qui a eu tout le mal du monde également contre l'Iran. D'ailleurs, ça se termine sur un match nul. Oui, je sais maintenant dire c'est fait peur en espagnol. Je ne sais pas le dire en portugais, malheureusement. Match nul contre l'Iran. Ce n'est pas Ronaldo qui a ouvert le score, les amis. C'est un certain Quaresma. Alors, on a la spéciale, Robben qui repique intérieur pour frapper du gauche. Lui, c'est l'extérieur pied droit. Regardez, c'est magnifique. Ronaldo qui aurait pu inscrire son 5e but dans cette compétition, mais qui a manqué un penalty. C'est la 6e le syndrome Messi. Et oui, c'est la 6e fois dans sa carrière. Lui, il en a marqué 4 déjà. Mais il en a manqué 6 en sélection sur 14 possibles. Score final. Il a marqué 85 buts record. Cette image, elle est très forte. Ronaldo qui aurait pu aussi prendre un rouge après un coup de coude. L'arbitre qui lui met seulement un carton jaune. Score final 1 partout après un dernier but dans les derniers instants de Hansa Riffi. On va reparler de la performance des Portugais, mais juste un arrêt sur image là, sur cette faute, ce coup de coude, limite coup de poing de Cristiano Ronaldo. On est d'accord, Jean-François, si c'est n'importe quel autre joueur, c'est rouge, pas de 8e de finale, c'est terminé. Comme Piqué aurait dû prendre un carton. Et on nous parle de justice avec l'arbitrage vidéo. Moi je veux bien, les amis, mais regardez ce geste, on a les photos à vous montrer, vous l'avez sûrement vu en direct également. À quel moment Cristiano Ronaldo ne prend pas de carton rouge sur cette action? Franchement, Alain. C'est scandaleux, mais Zidane a été expulsé, souvenez-vous, en 98. Donc voilà. Pour moins que ça. Pour moins que ça. Donc voilà, donc il est souvent épargné, ce qui est un peu dommageable. Le traitement n'est pas le même pour tout le monde. Le Portugal sans Cristiano Ronaldo en 8e. Là, ça change tout. Écoutez, ils ont gagné la finale de l'Euro sans Cristiano Ronaldo, souvenez-vous. C'est vrai, mais bon. C'est l'Uruguay en face. Après, le Portugal a réussi à jouer aujourd'hui sans un grand match de Ronaldo. Marie, pardon. Non, je disais, je revenais en 2016, je disais que même je pense que Cristiano Ronaldo ne serait pas sorti en 2016, le Portugal n'aurait pas gagné. Ah oui. Je pense qu'on peut s'ennuyer. Je pense qu'on peut s'ennuyer. Oui, parce que ça a donné une espèce de force. On peut s'ennuyer. Ah, parce que les 2 équipes elles jouent pas au ballon. Ah non. Alors là. Lesquels 2, pardon? C'est un non-match. Portugal-Uruguay. L'Uruguay en a mis 3 à la Russie quand même aujourd'hui. Oui, mais la Russie. Quelle Russie? Par les buts, il se passe Quelle Russie? Vous l'avez vu, Julien, le match là? Quelle Russie? La Russie. Ils ont moins couru que les autres. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait plus aucun soupçon possible sur leurs conditions physiques. Ah oui, parce qu'il y a ce débat évidemment qui est naissant. D'ailleurs, le sélectionneur russe qui a botté en touche. C'est vrai que l'équipe de Russie a parcouru 5 km de plus. 5 km de plus que toute autre nation depuis le début de cette Coupe du Monde. Il commence à y avoir de petites suspicions autour des. Alors après, ils sont chez eux. Ils jouent chez eux. Le sport russe ces dernières années n'a pas été. C'est sûr. Voilà. On rappelle que la Russie a été interdite notamment des derniers Jeux Olympiques. Moi, je suis pas d'accord du tout avec cette polémique. Ronaldo, il est pas plus que ça protégé par l'arbitrage. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres qui aimeraient se faire un Ronaldo. Mort l'innocent. Non, il faut revoir l'image. Je parle pas de cette image, je parle en général. Mais moi, c'est l'image. Il met un coup de coude à un joueur, c'est évident. Après plusieurs minutes, en plus, il y a 4 assistants qui regardent. Évidemment, quand il y a ça, c'est carton rouge. On peut douter du fait que l'arbitre l'ait vu. Ça peut arriver. Combien de matchs il y a eu depuis le début de. Julien, combien de matchs il y a eu depuis le début de la Coupe du Monde où il y a eu des mauvais gestes? Je cherche pas à savoir ce qui s'est passé en octobre. Non, je parle de cette. Juste qu'il y a. Vous êtes il y a une assistance vidéo. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première Coupe du Monde de l'histoire où on a recours à l'assistance vidéo. On voit clairement que Cristiano Ronaldo passe un coup à son adversaire. La VAR, normalement, doit devoir se saisir d'un cas de carton rouge direct. Mais la question a été posée. Ça veut dire que. Il y a eu assistance vidéo. Il n'y avait pas de quoi sortir un carton rouge direct sur cette action. Donc ça maintient le problème. Je ne vais pas réouvrir ce débat terrible. Ça ne résout rien, la VAR. Rien du tout. Rien. Il y a quand même eu beaucoup moins d'erreurs depuis le début de la Coupe du Monde. La France en a bénéficié. Les pénaltys sifflés, alors. Quand même. La France a bénéficié. Ça reste subjectif. Oui, complètement. Il y a une part de subjectivité, mais ça aide à régler certains problèmes. Si l'arbitre en cabine est mauvais, ça ne résout rien.
Bon, le Portugal. Cela dit, le Portugal a eu aussi les mêmes difficultés que l'Espagne à passer dans ce groupe, qu'on croyait un groupe relativement facile avec l'Iran et le Maroc. Bon, à l'arrivée, les deux favoris sont passés. Oui, voilà. Ils sont passés. Mais comment le Portugal a aussi failli perdre ce match à la dernière minute. Et grâce au talent. On a les images de l'Uruguay, Russie, Elliot. On va voir quand même l'Uruguay qui sera donc l'adversaire du Portugal et la Russie qui sera l'adversaire de l'Espagne qui jouait cette finale de groupe ensemble. Ouais, certes, l'Uruguay ne produit pas un beau jeu, mais pour autant, c'est un sans faute pour les Uruguayens de Cavani. 3 matchs, 3 victoires. L'Uruguay qui termine par un carton contre la Russie. 3-0, un premier coup franc de Suarez, l'attaquant du FC. Le gardien n'est pas exempt de tour au prochain. Il n'a pas le droit de prendre un but de ce côté-là. Coup franc. Puis le deuxième but, il vient de Edinson Cavani, le Parisien, qui ouvre son compteur lors du mondial. Le deuxième, c'est le contre son camp de c'est le but one again. Et donc le troisième et dernier, pardonnez-moi, de Cavani qui ouvre son compteur lors de ce mondial. Avec, c'est un but. Ouais, mais il faut être là. C'est un vrai but d'avancement. Et on parlait d'équipes qui montent en régime. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est l'Uruguay. Et bien sûr, et une dernière information sur l'Uruguay, 0 comme le nombre de buts encaissés par l'Uruguay dans cette phase de poule. Phase de poule, ouais. C'est vous la phase de poule. Équipe d'Uruguay qui a défaut d'être magnifique à voir jouer et magnifique dans son homogénéité, dans la tactique qu'elle propose. C'est défensivement, on en parlait tout à l'heure, c'est une équipe incroyable avec Diego Godin qui est peut-être l'un des tout meilleurs défenseurs centrales du monde. Joueur de l'Atlético. Et une doublette surtout. On a souvent dit est-ce que Suarez et Cavani ne se marchent pas un peu dessus. Là, je suis content qu'ils aient marqué tous les deux dans le même match. Que Elliot le disait, Cavani ait ouvert son compteur but. Suarez, qui a été très critiqué lors du premier match, en est à 2 buts. Voilà, c'est une équipe qui va jamais être belle à voir jouer et qui, à mon avis, peut aller en quart, en demi, voire pourquoi pas. On va voir le tableau de ces deux premiers huitièmes de finale. C'est un très sérieux outsider. On va faire un petit tour de table. Quels sont vos favoris qui vous voyez passer en quart à La Roche pour commencer? Tiens, donc d'un côté, on aura Espagne, Russie et de l'autre, Portugal, Uruguay. Quel accent? Je vois l'Espagne passer. Et vous ne mouillez pas beaucoup, quoi. Les deux favoris. Des matchs de ce soir, ils se mouillent quand même. Je vous le donne pas alors. Si, donnez-le-moi. Le deuxième, je donne rien. Voilà. Au vu des matchs de ce soir, c'est courageux de dire l'Espagne. Oh là là, qu'est-ce qu'il est décidé pour moi. Voilà. J'ai changé d'avis. Oui. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que la Russie va passer. Et pourquoi d'un seul coup là, hop, comme ça? Parce que en fait, je me suis souvenu quand même que la Russie joue chez elle. Et que vous aviez oublié? Non, j'avais pas oublié, mais je me suis après réflexion, on a le droit de changer d'avis. Seuls les idées ne changent pas d'avis. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Exactement. Dans son stade fétiche. Dans son stade fétiche, exactement. Donc je vois la Russie passer finalement et je vois le Portugal passer et le Portugal aller loin. Et on rappelle que le vainqueur de Uruguay-Portugal est éventuellement sur la route de l'équipe de France. Portugal, ouais. Alors, n'étant pas imbécile, je pense que je change pas d'avis, c'est l'Espagne qui passe. Ça va être compliqué forcément, mais le jeu de la Russie va permettre à l'Espagne de développer son jeu. Et Portugal-Uruguay? L'Uruguay n'est pas un cadeau, je pense que l'Uruguay est capable de battre le Portugal. Espagne, Uruguay. Uruguay, sauf si on a un immense Cristiano Ronaldo, mais sans cela, ce sera l'Uruguay. Et Russie-Espagne, je suis tout à fait d'accord avec Juan Rosé parce que la Russie est une équipe qui va attaquer, qui va vouloir faire plaisir à son public, et l'Espagne, du coup, va les dévorer derrière, donc ils n'auront aucune chance. Un quart de finale Espagne-Uruguay, France-Uruguay, ce serait magnifique. Je suis la seule à dire Russie et Portugal. Hein. Non, oui. Elliot? Non, je vous demande pas votre avis parce que c'est l'heure d'envoyer la pub. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie. On parlera de l'équipe de France, J-1 avant France-Danemark. Les Français qui doivent gagner ou faire match nul au minimum pour être premier du groupe. Faut-il justement être premier du groupe? On va se poser la question parce que quand on regarde le tableau en face, c'est pas forcément la meilleure des idées. On en parlera. 6 changements prévus dans le 11 de départ. Vous